Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire. Comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV, et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir un ou une passionnée de lecture. Et cet après-midi, ce sera une dame. Donc nous disons bonsoir. Bonsoir Ludovic. Laetitia Juravert. Je me permets de faire un petit clin d'œil à l'association Et si on lisait qui me permet d'être là aujourd'hui. Donc une association qui œuvre pour justement le fait de lire davantage, d'accompagner les personnes qui sont analphabètes ou qui ont du mal plus généralement avec l'éducation justement à s'y mettre de façon ludique et dans laquelle j'ai la chance justement d'animer les ateliers d'écriture. Donc merci Et si on lisait. Eh bien, sois la bienvenue dans Plaisir de lire. Alors, comme d'habitude, donc nous allons nous pencher sur un nouvel ouvrage cet après-midi. Donc je pense que nous allons voyager certainement dans le temps, dans l'espace, et puis questionner notre façon de penser, notre façon d'être. De quoi vas-tu nous parler cet après-midi ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un ouvrage qui m'a beaucoup bouleversée, qui s'appelle Ubuntu, Je suis car tu es. Donc il ne s'agit pas d'un roman, mais plutôt d'un ouvrage de développement personnel, une thématique à laquelle je suis assez sensible. Et je l'ai lu récemment et j'ai fait le choix, j'ai pas mal hésité, j'avoue, mais j'ai choisi de le présenter lui puisqu'il n'est pas commun dans le genre. Et comme je le disais, il m'a beaucoup touchée, notamment parce qu'il s'inspire de la philosophie donc, du nom d'Ubuntu, qui vient d'Afrique australe, et qui a notamment inspiré les plus grands, donc Desmond Tutu, c'est d'ailleurs sa petite fille qui a écrit ce livre, et Nelson Mandela, donc tous deux prix Nobel de la paix, symbole du combat contre l'apartheid. Et donc je trouvais que c'était spécifique vraiment d'aborder le développement personnel avec un récit qui nous parle à nous, personnes noires, à des personnes qui font partie de minorités, puisque les exemples traitent beaucoup de ces sujets-là, et je trouvais ça intéressant puisque c'est assez rare, comme je le disais. Voilà pourquoi j'ai choisi de présenter cet ouvrage aujourd'hui. D'accord. Alors, je constate que cet ouvrage a aussi un sous-titre, donc Leçon de sagesse africaine. Tout à fait, Leçon de sagesse africaine. Et c'est vraiment le cas de le dire, pour le coup. Et je pense que ça m'a particulièrement touchée parce que je pense que c'est important d'avoir des principes de vie qui régissent justement le quotidien, qui font office de repères finalement quand la vie est un peu difficile, qu'on ne sait pas trop comment réagir face à une situation compliquée. Je pense que le fait d'avoir des principes, ça aide à se fixer une ligne de conduite, des objectifs. Et donc le fait que ce livre soit finalement un recueil de leçons, de sagesse, puisqu'il est vraiment question de bien vivre ensemble, de bien-être, d'humanité, je pense que ça m'a particulièrement touchée. Tu as mentionné en préambule la thématique du développement personnel. Et je pourrais dire que on pourrait penser que c'est original dans le sens où, quand on pense à des ouvrages de développement personnel, on pense peut-être livres américains, nord-américains, européens, mais on pense pas Afrique. Exactement. Et en fait, pour la petite anecdote, donc c'est une personne de mon entourage que je connais très très bien, qui est passionnée par l'Afrique et qui m'a parlé justement du fait qu'elle avait envie d'approfondir ses connaissances, notamment par rapport à la littérature africaine. Et elle me disait qu'en parallèle, elle traversait une période de vie qui était un peu compliquée. Et donc, moi qui suis fanatique de lecture, j'ai commencé à chercher à m'intéresser à lui. Je voulais lui faire un cadeau. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas allier la lecture et sa passion pour l'Afrique. Et je suis tombée sur cet ouvrage Ubuntu, dont j'avais déjà entendu parler. Et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment pour cette personne d'avoir ce livre-là, en espérant que justement les leçons qui y sont distillées lui permettent de s'apaiser, ou en tout cas de trouver des réponses. On ne sait jamais, puisque c'est aussi l'intérêt de la lecture, notamment dans le développement personnel. Et cette personne a adoré l'ouvrage. Et donc moi-même, je m'étais dit que je finirais par le lire. Mais bon, j'ai une pile à lire qui s'étend à l'infini, donc ce n'était pas forcément ma priorité, jusqu'à ce que cette personne me dise à quel point elle était bouleversée par cette lecture. Et je me suis dit, si ça lui a autant parlé, j'ai hâte de découvrir de quoi il en retourne en fait. Et c'est là, je l'ai dévoré d'un coup et je comprends pourquoi elle a été touchée, parce que vraiment c'est une leçon de sagesse, d'humilité. Je suis car tu es, ça veut tout dire, ça veut bien dire que nous ne sommes personne sans les autres, que nous ne formons qu'un, et que c'est à travers les autres notamment qu'on arrive à se connaître, à mieux se connaître,
que sans les autres, on ne sait pas réellement qui on est, puisque c'est au contact des personnes qu'on arrive à jauger notre personnalité, à l'adapter. Et donc, c'est vraiment un ouvrage qu'on peut considérer, si je peux me permettre le parallèle, comme une Bible, un espèce de guide qui permet justement, auquel on revient souvent quand on a des interrogations, quand on cherche des réponses sans parfois en avoir conscience. Et donc, voilà, c'est un ouvrage qui vraiment m'accompagnera tout le temps sur ma table de chevet et que j'hésiterai pas à feuilleter quand le besoin s'en fera ressentir, vraiment. En écoutant ton histoire, les petites anecdotes, je trouve qu'il y a un grand clin d'œil, puisque je suis cartuaire et tu as cherché un cadeau pour quelqu'un et Oui. en fait, tu t'es fait un cadeau Exactement. sans le vouloir, mais c'est bien tombé. Tout à fait, c'est là qu'est toute la symbolique. Alors déjà par rapport à Ubuntu, je suis cartuaire, et aussi par rapport à la lecture en général, parce que je trouve que l'acte d'offrir un livre parfois est un peu sous-estimé, alors que c'est un tel don en soi. C'est des émotions qu'on souhaite partager à quelqu'un. On lui offre du temps aussi pour peu elle veuille bien prendre ce temps-là pour prendre connaissance de l'ouvrage. On partage des choses avec une personne qu'on voudrait peut-être lui dire oralement, mais qu'on n'arrive pas. Moi, à travers cet acte, je voulais vraiment lui dire que, je te vois, entre guillemets, je te connais et je te soutiens. Parce que ce livre peut être vraiment un soutien. Et la preuve, qu'elle m'a remerciée à plusieurs reprises et moi-même, je suis convaincue par cet ouvrage. Et du coup, on a aujourd'hui cette histoire en commun, en plus de notre amitié. Donc, oui, vraiment, si j'ai un message à passer, n'hésitez pas à offrir, à partager et à emprunter des livres. C'est un très beau message. Ah, ça, nous ne pouvons que soutenir un tel message. Non, ça me fait penser. Dernièrement, j'expliquais, je suis enseignant, et j'expliquais que, par exemple, j'avais des neveux, des fréquentations. Quand c'est leur anniversaire, j'aime bien leur offrir un livre. Et quand j'explique que j'offre un livre, on me regarde bizarrement. Tout ça de choses qu'il y a à offrir, tant de cadeaux, c'est un livre que vous trouvez à offrir. Je dis, mais c'est bien les livres. En plus, il y a plusieurs styles de livres et c'est bien. Je leur disais, pour moi, c'est le meilleur cadeau. Moi, si on veut me faire plaisir, c'est m'offrir un livre. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore dans cet état d'esprit. Alors, nous allons passer au plat de résistance. Oui. Alors, c'est quoi ce fameux Ubuntu? Comment on fait pour acquérir cette fameuse sagesse africaine? Alors, Ubuntu, vraiment, comme je le disais, c'est une philosophie de vie. Donc, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'il est construit en chapitres. Donc, il y a 14 leçons, entre guillemets. Il ne faut pas prendre le terme leçon au sens premier. C'est pas du tout un commandement, c'est pas du tout directif, il n'y a pas d'impératif. C'est juste, comme je le disais, je préfère parler de principes, de grands principes de vie. Enfin, si vous avez l'occasion de lire ce livre, vous verrez que finalement, ce sont des principes qui tombent sous le sens, comme le fait de pratiquer l'écoute active, comme le fait d'accorder son pardon, comme le fait, par exemple, de ne pas se laisser emporter par le rythme un peu effréné de la vie, de toujours pratiquer le retour à soi. Oui, voilà, de rester connecté à la nature, c'est très important. Et surtout de pratiquer la générosité autant qu'on le peut, quels que soient ses revenus. Donc, vous voyez, ce sont des principes qui tombent sous le sens. Mais c'est la manière dont on aborde les choses avec simplicité. Donc, c'est un livre qui est vraiment accessible à tous, qui, comme je le disais, propose des exemples qui sont mis notamment en perspective avec justement le quotidien, les défis que rencontrent les personnes noires, les minorités, puisqu'il est quand même question d'apartheid en fond. Et donc, c'est un livre qui est à la fois très ancien dans l'approche et en même temps très contemporain, parce qu'on parle de grands sujets d'aujourd'hui, du contexte économique, du fait qu'il y ait des disparités. On parle du racisme, qui est une thématique dont on finira jamais de parler, je pense. Donc il est à la fois très actuel, et du coup, pour toute personne, quel que soit quelle que soit l'origine, quel que soit le métier, etc., tout le monde peut se retrouver dans ce livre. Et je trouve que c'est un beau message parce que la philosophie, elle est universelle. Quand on parle d'humanité, on parle de tous. Et chacun peut s'y retrouver, même avec sa spécificité, son parcours propre, dans cet ouvrage. C'est ce que je trouve très beau. Alors, tu nous as expliqué qu'il y a 14 chapitres. Oui. Alors, la lecture, elle se fait de façon linéaire ou bien on peut choisir un chapitre Alors, c'est une bonne question. Il y a 14 chapitres, mais je pense qu'ils sont tous indépendants les uns des autres.
Après, s'ils sont numérotés, je pense que c'est pas par hasard. Je pense qu'il y a quand même une progression entre le premier chapitre qui est peut-être un peu généraliste et à la fin, on précise un peu. Ce qui est intéressant aussi et ce qui permet de naviguer dans le livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des passages qui font office un petit peu de condensé, de synthèse et qui permettent de justement pointer le message clé de la leçon dont il est question. Et c'est d'ailleurs moi qui n'aime pas du tout annoter les livres, parce que pour moi un livre c'est vraiment sacré. Là je l'ai stabiloté, il y a du jaune, il y a des post-it, j'ai même écrit dessus. Tout ça pour vous dire que vraiment ça a résonné en moi et que je voulais m'assurer de pouvoir y revenir et de ne pas oublier certains passages qui vraiment m'ont touchée. Donc on peut naviguer dans le livre. C'est aussi pour ça que je dis qu'il s'apparente un peu à une Bible, parce qu'au final, on n'est pas obligé de le relire en entier. On peut s'arrêter à des passages spécifiques qui font écho peut-être à ce qu'on traverse au moment T. Mais voilà. Alors, quelle serait la première leçon ou bien le premier principe que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, effectivement, j'en ai annoté quelques-uns. Alors, typiquement, la leçon 5... qui est faire preuve de dignité et de respect envers soi et les autres. Donc, une petite phrase. Lorsque l'on décide de vivre selon les principes d'Ubuntu, cela implique de prendre soin de soi. Nous devons nous fournir ce dont nous avons besoin d'un point de vue physique et mental, non seulement afin d'accomplir nos tâches quotidiennes, mais afin d'être disponible pour les autres. Et ça, je trouve que c'est une leçon fondamentale, parce que on a tendance, à mon sens en tout cas, à confondre le fait de prendre soin de soi et d'être égoïste. Je donne une petite anecdote, un exemple. J'expliquais à ma meilleure amie justement qu'il fallait qu'elle prenne du temps pour soi et que des fois, ça peut se faire au détriment des autres. Mais que ce n'est pas être égoïste, c'est au contraire se retirer pour revenir encore mieux et être encore plus disponible pour les personnes qui nous entourent. Et pour moi, je trouve que c'est très très beau de mettre en parallèle cette leçon universelle d'humanité et en même temps le fait qu'à l'échelle personnelle, il faut qu'on soit épanoui pour espérer contribuer positivement à l'humanité, au quotidien d'une autre personne. C'est un peu comme une bougie qu'on allume. Il faut déjà prendre le temps de l'allumer pour qu'ensuite elle éclaire plus largement. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'on comprend immédiatement. Et le fait que, voilà, Ubuntu, qui soit une philosophie universelle, nous dise qu'il est important, primordial, de prendre soin de nous d'abord, je trouve ça très beau. Donc pour moi, c'est vraiment le départ de quelque chose. Prendre soin de soi, c'est comme dans une relation, quelle qu'elle soit, mais notamment amoureuse. On ne peut pas être heureux en couple, selon moi, si on n'est déjà pas en paix avec soi, si on ne se connaît pas un minimum. Et du coup, ça s'applique aussi à l'humanité tout entière et à tout type de relations qu'on peut avoir dans la vie. J'aime bien ce premier exemple que tu partages avec nous. Effectivement, il y a souvent ce tiraillement, cette opposition, peut-être fausse opposition, prendre soin de soi, être égoïste, s'occuper de l'autre. Et il y a, pour rester dans le cadre du développement personnel, il y a Tony Robbins qui aime prendre, par exemple, dans ses séminaires, l'exemple, quand on prend l'avion, on explique qu'en cas de dépressurisation, qu'est-ce qu'on fait? Et donc il demande, est-ce que je vais m'occuper de mon enfant, lui mettre le masque? Et bon, certains tombent dans le piège et il dit non. D'abord, on dit de mettre d'abord le masque pour soi, parce que une fois qu'on l'a mis pour soi, on a toutes ces capacités, on a la lucidité pour pouvoir aider l'autre. Exactement. Tandis que si on n'a pas ça, on ne peut pas aider. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça passe par ça. Et comme tu dis, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord se renforcer afin de mieux aider, mieux servir l'autre. Servir au sens positif, bien sûr. Exactement. Et donc c'est une thématique qui gagne du terrain, mais bon, il y a toujours certaines personnes qui ont une certaine culpabilité. Exactement. Parce que ils n'ont pas compris peut-être la finalité du fait de prendre soin de soi. Exactement. D'accord, intéressant. D'accord, ça j'aime bien, très intéressant. Alors, tu as parlé de la dignité, le soi vis-à-vis de l'autre. Un autre petit passage peut-être? Oui. Parce que tu nous mets l'eau à la bouche. Ah, donc, très bien, j'en suis ravie. On va continuer à manger.
Alors, typiquement, donc je crois qu'on est toujours dans la même leçon, hein, à croire qu'elle m'a marquée. Donc, faire preuve de dignité et de respect envers soi et les autres. Donc là, j'ai souligné une citation, dans un premier temps, d'Eleanor Roosevelt, ancienne première dame des États-Unis, et qui dit « Personne ne peut vous diminuer sans que vous y consentiez ». Et là aussi, je trouve que c'est une phrase courte, efficace, concise, mais alors tellement impactante, qui résonne. Et là aussi, alors, par rapport à Ubuntu, je trouve que c'est intéressant parce que ça amène à se questionner sur le pouvoir qu'on accorde aux autres et qui agit comme un espèce de boomerang et qui, du coup, conditionne notre manière d'être, notre manière de nous concevoir, finalement, et peut-être d'agir par rapport à une personne ou à une autre. Et donc là, c'est aussi important, dans ce principe d'universalité, d'humanité, je pense que c'est aussi important de savoir, on revient un peu au précédent fragment, savoir qui on est, pour ensuite mieux appréhender ses relations, sa relation au monde et ses relations interpersonnelles, et ne pas accorder trop de contrôle à autrui, qui au final peut avoir le pouvoir de nous détruire finalement. Donc c'est un espèce de garde-fou justement de prendre ce temps, de faire ce travail d'introspection pour savoir qui nous sommes et dans quelle mesure on peut offrir à l'autre. Parce que c'est aussi ça, je pense, être dans la gratitude, dans la générosité, dans le fait d'offrir quelque chose, ça peut être son temps ou son épaule. Quelle que soit la ressource dont on parle, elles ne sont jamais inépuisables. Et que c'est en ça que c'est aussi important de faire ce tri sain, de savoir ce qu'on peut donner à l'autre dans une relative, pour que ça reste sain, en fait, et qu'on ne s'en trouve pas lésé, que ce soit la personne en face qui, au final, peut développer, admettons, une dépendance, ou que ce soit par rapport à nous, parce qu'on a peut-être un petit peu trop tendu l'épaule et que, du coup, on se retrouve avec une sciatique ou une tendinite. Donc, je trouve que cette phrase, elle est vraiment puissante et encore une fois, c'est 1 + 1 + 1 égale l'infini et non pas l'infini tout seul. 1 + 1 + 1 égale l'infini. Exactement. Non pas l'infini tout seul. C'est ça. Pour rebondir sur cette citation d'Eleanor Roosevelt, j'avais entendu quelque chose de similaire il y a une vingtaine d'années, et puis entre-temps, j'ai eu celle de Madame Roosevelt. C'est une citation qui expliquait que, en fait, personne n'a le pouvoir de nous offenser. En fait, être offensé, c'est un choix que nous faisons. Tout à fait. Et quand j'ai entendu ça la première fois, ça remonte une vingtaine d'années, j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Et puis, donc, et forcément, bon, quand c'est quelque chose de nouveau, on cherche, entre guillemets, le contre-exemple, dans le sens où, mais non, mais il y a cette situation-là, il y a vraiment des situations vraiment... et après... Quand on essaie de prendre du recul, d'analyser les choses, on se dit, mais peu importe, effectivement, nos réactions, c'est notre choix. Exactement. Après, bien sûr, il y a un travail qui se fait, il y a des habitudes à acquérir, mais c'est un choix. Ce n'est pas le voisin, c'est pas mon frère, c'est pas un tel qui fait que je me mets en colère. C'est moi qui fais que... Parce que j'ai la possibilité... soit de me mettre en colère, soit de rester calme, soit... J'ai plusieurs possibilités. Mais bon, c'est vrai que par tradition ou par, entre guillemets, mauvaise habitude, donc on se dit, j'avais seulement 2 possibilités, soit ça, soit A, soit B. Exactement. Alors qu'il y a d'autres lettres. Et bon, jusqu'à présent, bon, je m'efforce de faire ce travail. Je ne prétends pas réussir à 100% des cas. Et des fois, donc sur le coup, je peux avoir une contrariété par rapport à peut-être une personne, peut-être quelqu'un de très proche. Et je dis, non, là, elle a exagéré. Là. Et puis, après, je réfléchis. Je dis, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis d'être fâché. C'est moi qui choisis d'être contrarié. Donc, bon, après, peut-être. Au début, je dis non, c'est pas moi, c'est elle. Et puis après, je réfléchis, je dis bon, j'aurais pu répondre de telle façon, j'aurais pu avoir une autre attitude. Et ce que Madame Roosevelt dit, c'est ça. Et bon, je fais cette expérience. Bon, excusez-moi de revenir avec mes élèves. Donc, bien sûr, comme tout élève, tout jeune de collège, parfois les enfants peuvent être taquins. Tout à fait. Et parfois, il y a un qui pique, qui cherche l'autre. Et il y a un qui réagit Et donc, je lui explique, mais en fait,
c'est parce qu'il voit qu'il a du pouvoir sur toi. Il voit que tu réagis. Exactement. Donc, il continue. Mais fais comme si tu ne l'entends pas. Il me dit, oui, mais il me dit telle chose. Il dit, oui, mais fais comme si tu n'entends pas. Fais comme si tu n'entends pas. Et puis, donc, il y a certains qui font l'expérience. Et puis après, ils viennent et me disent, ah oui, mais vous avez raison. J'ai dit, mais oui, c'est parce qu'il sait que tu vas réagir. Donc, il va continuer à t'embêter. Mais si il te dit telle chose et tu le regardes, à la limite, tu souris, tu rigoles même avec lui, il va se dire, mais il ne va pas bien. Je dis des choses pour l'embêter, il rigole. Et en fait, ce côté responsable, aussi bien de nos réactions, de nos états, ça fait partie du processus. Je répète encore, ce n'est pas facile, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tout à fait. Mais quand vraiment on assume cette part de responsabilité, on se dit, mais tiens, on est plus fort que ce qu'on avait pensé. Exactement. Et en fait, alors je m'intéresse en parallèle à la méditation. Très rapidement, je pense que beaucoup ne savent pas réellement ce qu'est la méditation. On a une image un peu erronée où on est assis avec les jambes en tailleur, les mains comme ça, voilà. Alors que c'est pas du tout ça. La méditation, enfin, à mon sens en tout cas, c'est vraiment une intention. C'est vraiment une intention qui nous amène à comprendre qu'en fait, on est au centre de tout et qu'on n'a pas à subir les circonstances de la vie, que nous sommes acteurs tout le temps, même quand il arrive des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand vous dites justement qu'effectivement, on a toujours le choix, c'est très très vrai. Et c'est important justement d'arriver à c'est ce qu'apprend aussi Ubuntu. C'est important d'arriver à cette maîtrise de soi qui permet de la force, de l'énergie vitale qu'on a et qu'il ne faut pas gaspiller sans cesse à s'emporter, à se laisser toucher par autrui parce qu'on est susceptible, parce qu'on a de l'ego, etc. En fait, la phrase qui dit qu'il faut choisir ses combats, c'est très vrai. Parce que des fois, on ne maîtrise pas certaines situations, soit, mais quelle que soit la réaction que vous aurez face à cette situation, elle restera inchangée. Donc, plutôt que de se mettre dans des états où effectivement on en vient à souffrir soi-même, autant se dire j'accepte la situation telle qu'elle est. Et en fait, la méditation apprend aussi justement à avoir des déclencheurs mentaux, comme cette simple phrase qui est de dire j'accepte la situation telle qu'elle est, qui permet de désamorcer un trop-plein d'émotions qu'il peut avoir et justement qui nous évite de tomber dans des travers comme le fait de se vexer, le fait de s'énerver, et de ne pas prendre le temps de réfléchir à l'impact de la situation en question sur une vie tout entière. Et quand on y réfléchit 2 secondes, on se dit, mais en fait, oui, il y a tellement de situations où on se laisse emporter pour pas grand-chose, et finalement, on a plus de choix que ce qu'on pense, et on est plus fort que ce qu'on pense. Et donc, je trouve qu'effectivement, cette citation, et plus globalement cet ouvrage, s'inscrivent dans cette logique. Pendant que je t'écoutais, ça me fait penser à un schéma qu'on représente sous plusieurs formes, soit avec 2 cercles. Ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Oui. Et bon, bien sûr, ce que je ne peux pas, le temps, on ne peut pas contrôler le temps. Il pleut, il neige, il y a des moments particuliers dans la vie, tels que la maladie, la mort. Tout à fait. On ne peut rien, ça échappe à notre contrôle. Et comme tu expliquais, en revanche, ce que moi, personnellement, intérieurement, je peux faire, je peux contrôler mes... En tout cas, je peux faire un travail dessus. Exactement. Donc là aussi, je répète que ça ne veut pas dire que il y a un événement malheureux qui se produit, peut-être dans la famille ou proche. C'est humain d'être affecté. Après, on peut faire le choix d'être affecté et de ne rien faire et de laisser justement cette affection nous submerger. Et on peut aussi travailler, continuer à effectuer des actions, continuer à avoir même des projets. Et ce que j'aime bien aussi dans ce type d'ouvrage, c'est que parfois on a tendance à se dire je suis seul dans cette situation où personne ne peut me comprendre parce que ce qui m'arrive, je suis seul. Et parfois, il y a des émissions comme ça, ou bien même en lisant, il y a des personnes qui, on pourrait dire, n'ont pas eu beaucoup de chance depuis leur naissance, soit parce que, en naissant,
il y a eu des complications, soit en contexte familial, soit par rapport au pays, il y a la guerre ou autre chose. Et ils réussissent à faire des choses extraordinaires. On se dit, mais c'est pas humain de faire ça. Et pourtant, ils partaient avec un handicap. Et il y a une histoire qu'on raconte d'un homme qui était alcoolique, qui a sombré dans l'alcool et puis qui a mal terminé et qui a eu 2 fils. Il y a eu un fils qui a sombré dans l'alcool et il y a un autre, c'était le pendant, c'était l'inverse. Et on leur a demandé, mais comment expliquer votre situation? Et ils ont expliqué, vu d'où je viens, ça ne pouvait pas être différent. Et en fait, les deux étaient frères, mais ils ont eu les mêmes événements, ils ont eu l'influence du père alcoolique, etc. Mais il y a un qui s'est dit, papa est comme ça, je ne peux être comme ça. Et l'autre a dit, papa est comme ça, moi, je n'ai pas envie de reproduire la même chose avec mes enfants. Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à 2 choses quand tu dis ça. Alors, la première, juste pour compléter ce que j'ai dit avant, l'idée n'est pas de refouler ses émotions, hein. Pas du tout, parce que c'est très important, je pense, de laisser éclore ses émotions, parce que quand on les garde pour soi, ça peut amener justement à des dérèglements mentaux, etc. Donc, l'idée n'est pas du tout de refouler ses émotions, au contraire, il faut les laisser s'exprimer. Mais voilà, c'est important de se dire qu'on est au centre de tout et ne pas laisser les événements extérieurs nous miner, parce qu'en fait, on peut choisir d'avoir une réaction plus apaisée vis-à-vis d'une situation. Et ça me fait aussi penser au fait... qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Ça me fait aussi penser au fait que justement, il faut être alerte par rapport à tout ce qui se fait et que souvent, on a l'impression, tu le disais, qu'on est seul. Et un des principes justement d'Ubuntu, c'est de dire, si on ne dit pas qu'on a besoin d'aide, les autres ne peuvent pas savoir. Et donc ça me ramène au point précédent qui est de dire, il ne faut pas refouler ses émotions, il faut arrêter de penser qu'on est seul et parfois même fustiger les gens de ne pas avoir été là, alors qu'on n'a jamais exprimé à aucun moment un mal-être, un besoin d'aide, et dire que finalement c'est humain, qu'on traverse tous, absolument tous, des difficultés plus ou moins graves selon la personne et la situation, c'est pas le sujet, mais on a tous besoin d'aide à un moment ou un autre. Et Ubuntu, c'est de dire, il y a soi, mais il y a le monde entier, et que, quitte à vivre ensemble, à partager le même espace, le même écosystème, etc., autant que ça nous permette à chacun d'avoir, de multiplier les ressources et de pouvoir se retrouver en l'autre, de pouvoir partager, de pouvoir... c'est aussi un gain de temps, régler une problématique beaucoup plus vite parce qu'on arrive à avoir le soutien d'une personne qui peut-être elle-même est passée par la même situation. Mais si on s'isole, si on garde les choses pour soi, on ne peut pas donner à l'univers l'occasion de nous apporter l'aide dont on a besoin. D'accord. Donc oui, demander de l'aide, c'est un moyen d'avancer. Et c'est totalement naturel. Et ça me... je trouve ça intéressant parce que dans nos sociétés, justement, chez les Antillais, je pense que c'est pas toujours évident. On a beaucoup d'ego, à mon sens, et je pense qu'on a souvent du mal à exprimer nos émotions et encore plus à dire quand on ne va pas bien. Surtout quand il s'agit de mal-être pas tangible, donc je parle de maladies physiques, etc. Alors que surtout dans cette vie qui est de plus en plus dure, qui est éprouvante, il faut que chacun reprenne le pouvoir un peu sur sa vie et désacralise le fait de pouvoir dire « là, j'en peux plus, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin juste de discuter, j'ai besoin juste de prendre une journée de repos pour aller à la mer, j'ai besoin... » Il faut verbaliser, parce que ce n'est que comme ça que déjà on pointe le doigt sur un mal et ensuite qu'on peut trouver des solutions. J'espère que ton message sera passé. J'espère aussi. D'accord. Alors, que nous enseigne d'autres Ubuntu? Alors... Il y a aussi des dessins. Oui, en fait, il y a beaucoup d'imprimés inspirés du wax. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, cette fois, c'est la leçon numéro 7. Préférer l'espoir à l'optimisme. Le désespoir était un choix, la haine était un choix, la colère était un choix. J'avais encore des choix et savoir cela m'a ancré.
J'avais le choix d'abandonner ou de persister. L'espoir était un choix, la foi était un choix, et plus que tout, l'amour était un choix. Donc je pense que c'est un joli résumé de tout ce qu'on a dit juste avant. On a toujours le choix d'adapter nos comportements, nos émotions à une situation. Et que Ubuntu, c'est toujours choisir ce qui va en faveur de notre personne et de l'autre. Donc c'est pourquoi on parle d'espoir, pas d'optimisme, parce que l'optimisme, justement, bon, c'est discutable, mais certains diront que l'optimisme peut être toxique dans le sens où on élude un petit peu ce qui ne va pas et on force le trait en disant « ça ira, tu exagères », etc. Alors que l'espoir, enfin en tout cas c'est ce qu'Ubuntu explique, c'est une notion qui amène déjà à faire un constat, à s'autoriser à dire que tout ne va pas bien, que tout n'est pas simple, que tout n'est pas réglé, que la situation est parfois peut-être très grave, mais que en ayant foi, notamment en cette notion d'universalité, d'humanité et finalement d'infini, dans ce qu'on peut être et dans ce que le monde peut être, il y aura toujours une issue, quelle qu'elle soit. Et je trouve que cette distinction, c'est une nuance parce que c'est pas facile à comprendre, je trouve qu'elle est merveilleuse en fait. Et le fait de choisir l'espoir plutôt que l'optimisme, je trouve que c'est très beau et que c'est ce qui permet de se dire chaque matin, ok, tout n'est pas parfait, ok, cet objectif je ne l'ai pas atteint ou j'ai eu cette difficulté, mais j'ai encore toutes les raisons d'y croire parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui vont encore bien. Je suis reconnaissant aussi pour ce que j'ai et demain est un autre jour. D'accord. Je te remercie pour tes explications parce que quand tu as commencé à donner le titre, je me suis dit, dire l'espoir au lieu de l'optimisme, oui. Je me suis dit, ça interpelle. Oui, bon, c'est peut-être fait exprès d'ailleurs. Oui. Donc je me suis dit, mais pourquoi l'espoir, l'optimisme ils peuvent travailler ensemble, l'espoir et l'optimisme. Mais effectivement, avec les explications, c'est l'histoire du verre à moitié rempli ou à moitié vide. Donc, il est à moitié, donc il y a de l'eau et une partie vide. Donc, il y a de l'eau, on peut réfléchir à comment puis-je faire pour le remplir. Exactement. Et effectivement, dans le sens où, c'est vrai que, il y a d'autres écoles de pensée qui ont tendance à prôner de se concentrer sur ce qui est bon, en tout cas, de voir que le bon est ce qui reviendrait un petit peu à ignorer ou même nier qu'il y a des difficultés, exactement, qu'il y a des problèmes et style que tout va bien, tout est rose et si tu vois pas rose, c'est que tu as un problème. C'est ça, c'est exactement ça. Alors que, comme tu dis, il est gris, le ciel est gris, il pleut, mais on peut peut-être prendre un parapluie, on peut essayer de trouver des solutions en temps et en heure. Donc, oui. Ça ne veut pas dire que la solution va apparaître comme par magie, on va la trouver, mais on va travailler pour essayer de la trouver et puis continuer à avancer. Exactement. Et ça me fait penser à une lecture que j'ai eue et qui justement m'a un peu initiée à la méditation. Et il y avait ce parallèle avec le nuage gris qui arrive à l'horizon, qui est chargé de pluie. Et en fait, l'auteur, justement pour aider à mieux maîtriser la notion de méditation et se débarrasser un petit peu de tous les a priori qu'on peut avoir sur le sujet, il disait que typiquement quand on a des émotions qui nous submergent, qu'il faut comprendre que nous ne sommes pas nos émotions. On a souvent tendance à faire cet amalgame et que déjà ça commence par la parole. On ne dit pas « je suis triste », on dit « je me sens triste ». Et qu'il fallait voir les émotions comme un espèce de nuage qui arrivait à l'horizon, qui faisait qu'à un moment il allait pleuvoir et qui, la minute d'après, allait s'éloigner. Et que c'était un moyen de se distancier de ces émotions et que c'était là le moyen vraiment de reprendre le pouvoir sur son existence et se dire que... Alors, c'est pas que rien n'est grave, mais que déjà, les aléas sont normaux et qu'il y a toujours une issue. Et qu'on peut contribuer à cette issue par rapport à la manière dont on choisit effectivement d'aborder ces événements, d'aborder ces émotions, tout en ayant la foi vraiment que, en l'univers, je dirais. Je ne parle pas de religion, je parle vraiment de la grandeur de l'humanité et des possibilités qui sont incommensurables, en fait. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis avec les émotions, voir les émotions comme des états passagers. Tout à fait. Qui ne définissent pas une identité. Exactement. Ce n'est pas parce que, pour prendre l'exemple de la tristesse, je me sens triste peut-être sur le moment, maintenant, que
je suis une personne triste de C'est façon générale, ou je suis contrarié par rapport sur le moment, donc, pour être défini comme une personne colérique, etc., etc. Donc ça permet effectivement de prendre du recul et puis d'analyser les émotions. Et il y a un certain nombre de penseurs, de philosophes autres qui expliquaient justement ressentir certaines émotions, même la colère, puisqu'on attend que si on est en colère, on a perdu le contrôle, la maîtrise de soi. Et il y a d'autres qui expliquent que analyser les choses différemment. Si on a de la colère par rapport à un événement, une situation, cela montre que on se dit que tiens, une situation plus intéressante est possible. Je sais pas, j'ai encore un autre clin d'œil à mes élèves. J'ai eu un devoir, ma note ne me satisfait pas, je suis fâché, je suis en colère sur le moment. Ça montre que, bon, ça veut dire, personnellement, je considère que, tiens, c'était pas la note que j'ai eue, c'est pas mon maximum, que je peux faire mieux. Et que utiliser cette énergie, oui. C'est-à-dire, tiens, comment faire pour faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce qu'il m'a manqué? Exactement. Exactement. Et un des principes aussi d'Ubuntu, c'est l'empathie. Alors pour le coup, là, cette fois, il s'agit plutôt de sortir de soi, se mettre à la place de l'autre et se demander pourquoi est-ce que l'autre a agi de cette façon. Parce que souvent, on juge les autres à l'aune de ce qu'on peut vivre, de nos propres récits, de nos propres expériences, sans vraiment se questionner sur, du coup, le vécu de l'autre qui est en face. Donc ça rejoint aussi l'écoute active, parce que des fois, dans une discussion, on pense avoir entendu, alors qu'en fait, on a écouté, et écouter ce qu'on veut, notamment, et ça amène à des interprétations, etc. Donc, l'empathie, c'est vraiment important, parce que des fois, on a tendance justement à être trop dans l'interprétation, alors que la parole qu'une personne a pu avoir ou l'action qu'elle a pu mener à l'instant T peut signifier tout autre chose. Et tout ça pour dire qu'au final, il faut être vraiment présent, je dirais conscient au quotidien, dans sa vie, pour développer cette force mentale, parce que c'est vraiment une force mentale. On parle de sagesse, on parle de méditation, ça permet vraiment de reprendre le pouvoir sur tout et de choisir, en fait, comme je le disais tout à l'heure, où est-ce qu'on met son énergie vitale. Et ça, c'est vraiment important. Oui, sur la notion d'écoute active, d'empathie, je risque d'écorcher la citation, mais l'idée, c'est, on dit souvent qu'on écoute pour répondre, mais pas pour entendre. Pas pour entendre. Exactement. Et effectivement, dans beaucoup de contextes, ça peut être aussi bien professionnel, familial, autre. On a une discussion avec une personne et 90% des cas, ou voire plus, on a déjà une réponse qui est à toute prête. Et bon, on se persuade, on se dit oui, je t'ai écouté, mais c'est ça, écoute. Alors que l'écoute, quand on veut vraiment progresser dans l'écoute active, c'est en fait n'avoir aucune réponse toute prête. Exactement. Parce que bon, on a, là encore, dans certaines conceptions, on a tendance à voir le dialogue comme une confrontation, en se disant que tiens, il ne faut pas que je perde, il faut pas que, par exemple, il y a les débats télévisés, politiques, autres, l'autre, il ne faut pas que l'autre me batte, que voilà, il faut que je sois aussi fort, voire plus fort que lui ou elle. Et en fait, dans le vrai dialogue, l'empathie, la communication, tiens, on écoute sans a priori et la réponse, elle vient vraiment par rapport à elle se construit par rapport à ce qu'on reçoit. Exactement. Et pas, oui, j'avais déjà ça, s'il me dit ça, j'enchaîne avec ça. Donc voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça montre bien que dans une discussion, là encore, on y met beaucoup d'émotions au sens négatif du terme, c'est-à-dire beaucoup d'ego, beaucoup de passion, alors que Ubuntu explique que justement, une conversation avec quelqu'un, c'est un moment unique, c'est un moment privilégié qui doit être dénué de tout orgueil, de tout sentiment, puisqu'au final, ce sont des biais psychologiques qui nous amènent à projeter des choses sur l'autre qui sont parfois fausses.
et qui biaise la discussion, alors que tout échange est censé être un moment privilégié, une façon de créer des opportunités, des nouvelles perspectives, d'imaginer la vie autrement. Et donc, oui, voilà. S'il y a un terme qui définit vraiment cet ouvrage, c'est l'humilité. D'accord, l'humilité. Oui. C'est pas question provocatrice, c'est pas un signe de faiblesse? L'humilité? Oui. Oh, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment... alors, je ne saurais pas comment définir l'humilité, mais pour moi, c'est vraiment une espèce de clairvoyance qui permet de savoir justement que personne n'est parfait, que la vie n'est pas toute rose, mais que déjà nous avons beaucoup de chance de vivre ce que nous vivons en tant qu'être humain, qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a, et que vraiment la notion d'infini, elle se ressent dans la plus petite particule du quotidien, et que par rapport à ça, il faut comprendre qu'on n'est qu'une infinité parmi beaucoup de choses. Moi, parlons de la nature, par exemple. Vous voyez, moi, je suis toujours fascinée devant les petites choses de la vie. Je sais pas, moi, un arc-en-ciel, la formation d'un arc-en-ciel. Et je pense que ça passe aussi par ça, l'humilité, le fait de se dire qu'on ne sait pas tout, que ce soit de notre propre destinée, de notre propre avenir, ou la constitution du monde, de la planète. Enfin, c'est un peu garder son âme d'enfant et, voilà, aborder tout ce qui se passe de façon... avec beaucoup de gratitude et... une humilité. Je ne saurais pas trouver de... J'ai pas de pendant, d'équivalent. C'est vraiment ça, être humble en fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Laetitia. Avec le plaisir. temps est passé très vite. C'est vrai. On a pu voir quelques leçons, mais c'était très enrichissant. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage avec l'auteur, s'il te plaît? Alors, l'ouvrage s'appelle Ubuntu, je suis car tu es, leçon de sagesse africaine, écrit par Munji Ngoman. J'espère ne pas écorcher son nom. Et c'est la petite fille de Desmond Tutu. Prix Nobel de la paix. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Laetitia pour cette présentation et puis ces paroles de sagesse. Merci à toi Ludovic pour cette opportunité. Si, comme Laetitia, vous souhaitez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, qui vous a passionné, vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.